Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on laisse la musique en fond ou si on peut peut-être la baisser un petit peu. Super, merci beaucoup. Ravi d'être là parmi vous. C'est génial de vous voir aussi nombreux. Alors, il va y avoir plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles dans l'après-midi, mais je vais commencer par vous en donner une mauvaise, malheureusement. C'est que Edoui Plenel a raté son train. Désolé. Et qui ne va pas pouvoir être là. Donc, il s'en excuse auprès de vous. Et j'ai la lourde tâche de le remplacer pour ce propos introductif. On ne remplace pas Edoui Plenel, bien sûr, mais pour vous dire quelques mots très simples sur pourquoi on est là, pourquoi on est venu, pourquoi on est ravi d'être parmi vous, pourquoi ça nous semble important. Cette tournée à travers la France, on la commence ici à Rouen, elle est organisée pour nos 15 ans. Ça fait 15 ans que Mediapart existe, on s'est créé en 2008 sur une idée un peu folle de 4 fondateurs journalistes qui se disaient qu'il y avait un nouveau modèle de journal à créer, un journal numérique, sur un écosystème différent, qui soit un journal payant, mais qui fasse une offre différente de celle qui existait à l'époque dans les journaux. Ils avaient identifié une crise de la presse, une crise des médias, ils pensaient qu'on pouvait créer autre chose. Et ils ont fait ce pari un peu fou à l'époque de créer Mediapart avec 28 personnes, dont 26 journalistes, en disant nous on va tout mettre sur l'info, et puis on verra bien si les lecteurs viennent, s'ils sont au rendez-vous, et s'ils sont au rendez-vous, on grandira avec eux. Donc ça a plutôt pas mal marché, puisqu'on a démarré, on avait 3500 abonnés, qui s'étaient abonnés sur notre bonne foi, en nous faisant confiance, et aujourd'hui on est à environ 200 000 abonnés, donc c'est un succès dont on est très fiers. Et dans la différence qu'on essaye de marquer au jour le jour, sans toujours y parvenir, il y a l'idée d'être proche de notre public, proche de notre lectorat. Mediapart, ça veut dire média participatif, c'est-à-dire qu'il y a une partie du journal qui est le club, où les gens peuvent s'exprimer, discuter, dialoguer entre eux. Et puis participatif, ça veut dire nous-mêmes, les journalistes, dialoguer avec le public, avec des gens qui parfois sont abonnés, parfois pas, qui nous connaissent plus ou moins, qui ont envie de nous découvrir. Et donc l'idée, c'est de venir à leur rencontre. Le numérique, c'est bien pour discuter. Il y a les commentaires sur les articles, on peut répondre, etc. Mais la rencontre physique, on n'a quand même jamais fait mieux. Donc on a été privé de rencontres avec notre public pendant les années Covid, ce qu'on a beaucoup regretté. Et là, on s'est dit, on saisit l'occasion dès 15 ans pour venir nombreux. Vous allez avoir plusieurs personnes de la rédaction qui sont là, que je vous présenterai par la suite, pour dialoguer avec vous, raconter un peu qui on est, ce qu'on projette de faire, ce qu'on aime faire, et surtout répondre à vos questions, parce que c'est comme ça en général que le dialogue se noue, par l'échange et par votre curiosité. Votre curiosité, elle peut être totale, parce que c'est aussi un de nos engagements, c'est d'être transparent. On demande souvent la transparence et on est un peu moqué pour ça, ou critiqué pour ça, la transparence des acteurs publics, sur l'argent public. On estime qu'on a le droit de savoir comment est utilisé l'argent, ce qui en est fait, etc. On l'a encore vu cette semaine, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on a raconté par exemple sur le fonds Marianne, l'argent qui devait être donné à des associations luttant contre le séparatisme et qui a financé finalement des associations qui avaient plutôt des visées politiques. Et nous avons cette exigence, nous l'avons par exemple à Sainte-Soline, autre article de la semaine, où de l'argent public est donné à des agriculteurs qui sont concernés par la méga-bassine. Impossible d'avoir des renseignements sur à qui est distribué l'argent, à qui va profiter cette méga-bassine, etc. Donc cette transparence qu'on exige des acteurs publics, on estime qu'on vous la doit, qu'on a, hormis nos sources, rien à vous cacher, et donc qu'on peut vous raconter librement comment on travaille au quotidien, sur quoi on travaille, quels sont nos choix, pourquoi il y a certains sujets qu'on ne peut pas faire alors que vous aimeriez qu'ils soient traités, pourquoi il y en a d'autres sur lesquels on s'attarde, et c'est pour avoir ce type d'échange qu'on est là aujourd'hui. Donc vous le voyez, on a une offre spéciale pour notre anniversaire, qui ne concerne que les Rouennais et le département, je crois. Aujourd'hui, on peut s'abonner pour 15 € pour un an, ce qui est une offre très avantageuse, qui peut vous permettre de découvrir un peu la manière dont on travaille sur le long cours, au-delà de ce que vous pouvez entendre au jour le jour dans des reprises que peuvent faire des médias sur telle ou telle enquête. Il y a plein d'autres choses, il y a des enquêtes, mais Mediapart, c'est aussi un journal qui fait de grands reportages à travers le monde, de thématiques très diverses, la politique, l'écologie, l'international, etc., etc. Donc moi je vous invite à découvrir ça. Il y a d'autres moyens de le découvrir, puisqu'on a essayé pendant toutes ces années de se développer sur d'autres supports que vous pouvez voir au fond de la salle, par exemple des bandes dessinées,
des livres, des documentaires, des podcasts. Voilà, on essaye petit à petit de toucher des publics différents. Tout le monde ne va pas sur Internet, tout le monde n'est pas en capacité de s'abonner, tout le monde n'en a pas envie. Des gens peuvent avoir envie de picorer de l'information à droite ou à gauche. C'est pour ça qu'on a envie de faire savoir un peu la manière dont on travaille et de diffuser un maximum les informations qu'on révèle, parce qu'on y croit, parce qu'on pense si on le fait, c'est qu'on a envie qu'elles soient connues, parce qu'on pense qu'elles méritent de l'être, et que c'est donc un peu notre combat quotidien de les faire connaître. Pendant toutes ces années, on a aussi eu la volonté d'aider ou de participer avec des acteurs locaux à cette nouvelle façon de faire l'information. Ce serait prétentieux, mais disons à offrir une information alternative à ce qui pouvait se faire dans la presse nationale comme dans la presse locale. Et petit à petit, on a réussi à nouer des partenariats avec des acteurs locaux. Et ici, c'est le Poulpe. Le Poulpe, qui est un acteur né il y a 4 ans, donc qui est un petit peu plus jeune que nous, avec ces 2 éminents représentants qui sont là, que j'invite à rentrer en scène, pour un premier débat. Où on va essayer de vous parler un petit peu des convergences, des divergences qu'il y a dans la manière dont on enquête nationalement et localement, et dans pourquoi on a estimé, vous à Rouen, ailleurs dans d'autres villes, à Marseille, à Nantes, etc., qui avaient besoin d'une information locale alternative. Donc je ne sais pas si vous voulez vous présenter un peu le journal, peut-être pour commencer, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous laisse... En quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Gilles Triolier et mon collègue Manuel Sanson. On est les 2 fondateurs, les 2 personnes derrière le Poulpe. On est uniquement 2 à gérer tout ça. Donc on est devenu partenaire de Mediapart par un hasard de rencontre, mais on partage une même idée, une même philosophie de ce que peut être la presse indépendante, qu'elle soit nationale ou en région, les ressorts sont les mêmes, c'est-à-dire une presse indépendante de tout pouvoir économique et politique, et pouvoir rentrer dans le détail des dossiers, ce qui est peu fait, peu pratiqué en Normandie selon nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est lancé, parce qu'on pensait qu'il y avait un trou dans la raquette à ce niveau-là, qu'il n'y avait pas assez d'investigation, et notamment sur les grands domaines politiques et économiques. Donc on s'échine à sortir des bonnes enquêtes depuis 4 ans. On est à un niveau voilà, plus artisanal que Mediapart, évidemment, mais on essaie de se développer et de s'inscrire dans le paysage durablement. C'est assez compliqué, donc c'est très jouissif journalistiquement, mais c'est compliqué économiquement. Donc nous, on n'a pas d'offre ce week-end à 1 €, mais on ouvre le site. Il est entièrement gratuit ce week-end. Vous pouvez venir tester et lire tous nos articles sans avoir rien à rentrer, ni code de carte bleue, ni adresse mail. Essayez de nous découvrir et peut-être de vous abonner et de porter la bonne parole. Voilà. Si Manu, tu as quelques mots à dire ? Je vais juste dire bonjour à tout le monde, merci d'être là. Non, tu as bien fait la présentation. C'est intéressant et c'est important de pouvoir, effectivement, comme disait Michael, rencontrer aussi les gens en vrai, physiquement. Et effectivement, pour faire la publicité, la réclame autour du journalisme qu'on pratique, de l'enquête, de faire des sujets fouillés, effectivement d'aller regarder l'envers du décor, que ce soit dans le politique, dans l'économique, dans le culturel. Enfin c'est vraiment ça la fibre du Poulpe, celle de Mediapart, et donc on est très heureux, en tout cas je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et avec vous. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer l'un ou l'autre sur des exemples, puisque vous connaissiez bien la presse locale, pour y avoir travaillé, l'avoir lu, etc., de ce qu'il est possible de faire par un modèle indépendant, de choses sur lesquelles vous vous sentiez frustré, peut-être, dans la presse locale, comme acteur ou comme lecteur, et le type d'enquête, ou le type de papier, ou le type de reportage que vous êtes à même de faire aujourd'hui, ou vous souhaitez développer, et qu'il aurait été difficile de faire dans un autre cadre ? Oui. En fait, typiquement, il y a beaucoup d'exemples, mais c'est vrai que les médias locaux traditionnels sont tous de près ou de loin liés, soit économiquement, soit politiquement, en fait, avec les institutions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, sportives. Et donc, effectivement, dès que vous commencez à rentrer dans des sujets qui grattent un peu, qui fâchent un peu, c'est toujours assez compliqué. Et effectivement, avec Gilles, on a travaillé dans la presse locale et donc on a pu se confronter, voilà, à
à des sujets qu'il fallait pas traiter, ou alors qu'il fallait traiter d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, effectivement, au niveau du poulpe, on a les coups des franches, si je puis dire, et qu'on peut explorer au maximum, et sans aucune limite et sans frein de rédacteurs en chef ou de dirigeants de médias qui ont des intérêts et des partenariats autour du tourisme, autour du sport, autour de la culture, et donc voilà, c'est vraiment ça l'ambition du poulpe, c'est de pouvoir être détaché de tout ça et faire un vrai travail de journaliste, tout simplement, en fait. Même topo que Manu. Il y a une de nos enquêtes qu'on peut citer en exemple aussi, qu'on a sortie il y a 1 an, mais qui nous vaut aujourd'hui d'être poursuivi en justice. Donc là, on continue l'histoire. On a révélé que la dépollution du site où devait s'installer Amazon près de Rouen avait été effectuée avec les pieds, on va dire ça comme ça. Et Amazon a annulé son projet suite à notre article. Donc aujourd'hui, on est attaqué par la boîte qui a dépollué. C'est un sujet typiquement qu'on n'aurait jamais pu sortir en presse régionale, évidemment. Il y avait trop d'intérêts croisés. Imaginez la force de frappe d'un groupe comme Amazon, et derrière Valgo, c'est l'entreprise de dépollution qui nous attaque. Donc ça, évidemment, on n'aurait jamais pu le sortir. Et ça va jusqu'à un point où la presse régionale n'a même pas relayé les attaques dont on est victime en ce moment judiciairement. Ça aurait pu être quelque chose de facile pour eux, ils ne l'ont même pas fait. C'est vous dire comment réseautre le tissu médiatique et économique et politique d'une région. Nous, on veut s'extraire justement de ce réseau-là pour pouvoir parler de tous les sujets quand on veut le faire et comment on veut le faire. Alors nous, on a aussi une expérience un peu locale dans nos enquêtes, puisque en dépit de nos partenariats, ça nous arrive aussi, heureusement, d'enquêter en dehors de la région parisienne. Et on a des exemples parfois frappants. Et ce qu'on remarque, c'est que localement, c'est difficile pour des journalistes parfois de s'extraire d'une forme de pression ou de dépendance. Je ne parle même pas forcément de pression financière des annonceurs, mais je parle d'un rapport aux sources qui peut être parfois économique, mais qui est aussi pas tout simplement les institutions. Je vais prendre un exemple concret qui est celui de l'affaire de Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a été une affaire dont on a beaucoup parlé dans Mediapart cette année, qui est l'affaire de la sextape de Saint-Étienne et du chantage qui a eu lieu. Pour résumer en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, on a découvert, Antione Rouget, journaliste du pôle enquête que j'ai la chance de diriger avec Fabrice Arfi, a découvert que à Saint-Étienne, au sein d'une même majorité, le maire se méfiait tellement de son premier adjoint, qui n'était pas du même parti, avait tellement peur que ce premier adjoint, Gilles Artigue, prenne la ville, qu'il a organisé, ou en tout cas été au courant, d'un complot qui a été monté pour discréditer ce premier adjoint, qui a été piégé dans une chambre d'hôtel où il a été filmé secrètement en train d'avoir des rapports de proximité avec un autre homme, et que pendant des années, pendant 8 ans, ce premier adjoint a été sous la menace de ce maire qui, à chaque fois que l'autre bougeait une oreille ou avait des velléités d'indépendance politique, faisait comprendre via son entourage, et notamment son directeur de cabinet, qu'il avait de quoi le faire tomber, révéler à l'ensemble de sa famille, des familles de l'école de ses enfants, etc., des vidéos compromettantes qu'il menaçait de diffuser avec parcimonie dans certains cercles, comme il disait. Et cet homme a donc eu le malheur de voir sa vie brisée pendant 8 années. Quand je dis vie brisée, c'est pas une image, hein. Il a failli mettre fin à ses jours tellement il était fracassé, tellement il était brisé par ce chantage. Et nous avons révélé cette histoire. Je me suis interrogé, histoire qui, une fois que nous l'avons révélée, a été reprise localement par Le Progrès et par d'autres acteurs locaux, bien évidemment, qui l'ont largement documenté par la suite. Mais je ne sais pas, j'ai un énorme doute sur le fait qu'un journal local aurait pu prendre le risque de se fâcher de la sorte avec une mairie, vu, quand on travaille localement, à quel point une mairie, des acteurs locaux sont fournisseurs d'informations, donnent une multitude de petits scoops, de petites informations, etc. Et le risque énorme qu'on prend à faire une histoire qui fera peut-être la gloire du journalisme en 24 heures, mais risque de disparaître après, et ensuite que des acteurs, un maire, ses adjoints, toute l'administration ne parle plus pendant des mois, des années à ces journalistes, et donc qu'ils soient privés d'informations essentielles qui pourraient communiquer aux habitants. Je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus, sur cette difficulté à avoir une distance avec les sources quand on travaille localement. Bien sûr, c'est compliqué pour un journaliste de presse régionale. Moi, je l'ai été, j'ai bossé à Paris-Normandie des années. On a besoin d'alimenter le journal. Voilà, on a besoin d'alimenter, donc on a besoin de ces sources. Maintenant, je pense que
la presse régionale finirait par gagner ce bras de fer, si elle y allait. Parce que les politiques ont autant besoin d'un journal comme Paris-Normandie pour diffuser leurs petites informations. Donc il y aurait, si jamais un canard comme ça rentrer dans un bras de fer avec les institutions et essayer de sortir des sujets, peut-être pas à la sauce du Poulpe ou de Mediapart, mais tout de même, je pense qu'il y aurait une période de trouble, mais que les politiques finiraient par revenir parce qu'ils ont besoin des canards régionaux. Mais la presse régionale est dans une telle situation financière et économique qu'elle n'ose pas prendre le risque. Mais je pense qu'avec un peu plus de courage et de témérité, ils pourraient lancer cette bataille. Tu veux ajouter quelque chose, Manuel ? Je suis d'accord avec Gilles. Non, c'est effectivement, c'est vrai que c'est compliqué de. C'est compliqué, mais par exemple typiquement parce que, enfin moi je me souviens justement quand on travaillait à Paris-Normandie, à l'époque c'était Laurent Fabius qui régnait en maître, on va dire ici sur l'agglomération d'un point de vue politique, et il y avait de tels liens financiers entre le Canard et comment dire, à l'époque, là, on appelait ça la créa, donc la communauté d'agglomération, que forcément, en tant que dirigeant d'un journal, on y réfléchit à deux fois avant de commencer à aller gratter sur des sujets, même sans parler de sextape ou de choses complètement hallucinantes comme ce sujet-là. Mais effectivement, il y a toujours cette pression des partenariats financiers, des annonceurs de publicité, puisqu'il faut pas oublier que les collectivités sont aussi voilà, pourvoyeuses d'encarts publicitaires en fait dans les canards, et donc forcément ça fait réfléchir, et c'est aussi pour ça que nous on a décidé enfin en tout cas moi à titre personnel de quitter Paris-Normandie à une époque et d'essayer de travailler d'une autre manière et de faire un autre journalisme, si je peux dire. Voilà. Michael, tu parlais à l'instant, Michael, de journaux régionaux comme Le Progrès qui vous avez relayé. Ça arrive aussi en Normandie, et les journaux de la presse régionale relaient beaucoup plus facilement Mediapart que nous. Je crois qu'il y a une volonté de ne pas du tout nous faire de publicité et de nous laisser dans l'ombre, alors que vous êtes sur un autre créneau national, et il y a beaucoup plus d'articles qui ont la même teneur que nos enquêtes, qui sont repris par la presse régionale. Je me rappelle quand Jade Lingard, qui est là, avait fait un sujet sur la pollution des eaux rouennaises au PFAS, un polluant éternel. Ça avait été repris de façon assez importante par la presse régionale. On aurait sorti le même sujet, il n'aurait pas du tout été repris de la même façon. Donc il y a aussi des histoires de concurrence, même si on est des nains au niveau régional et qu'on n'est pas sur la même ligne et sur le même terrain commercial que d'autres groupes de presse, ils ne veulent surtout pas nous faire de la pub. Donc on est sur une autre histoire de concurrence régionale qui nous dépasse sûrement. Comment vous faites, vous, par rapport à une si petite rédaction comme la vôtre, pour à la fois faire de l'enquête et traiter l'actualité ? Déjà, nous, 60 journalistes, on a du mal à Mediapart. C'est-à-dire qu'on est dans une tension permanente entre des enquêtes au long cours qui peuvent parfois prendre des semaines, voire des mois, voire des années. Toujours pour rester sur cette semaine, on a sorti l'affaire Depardieu. Marine Turki a commencé à travailler dessus il y a 2 ans. Elle n'a pas été en permanence dessus, je vous rassure, mais enfin c'est quand même du travail de très long cours. Comment on arrive à articuler ce travail au long cours avec les surgissements de l'actualité sur laquelle on est quand même obligé d'être quand on est un journal et qu'on a des articles tous les jours ? En fait, là pour le coup, pour répondre à cette question-là, en fait justement nous on a décidé qu'on pouvait pas faire les deux, en fait techniquement et en termes de moyens, et donc c'est un parti pris de pas traiter l'actualité chaude et de pas être un journal d'actualité en fait, mais plutôt un journal d'enquête type magazine, où donc effectivement on ne couvre pas l'actualité régionale en fait. Par contre, on suit l'actualité régionale et on essaye de rebondir sur des sujets qui nous semblent intéressants, mais en se déconnectant de l'actualité chaude et du jour le jour pour creuser des sujets et produire 2-3 enquêtes par semaine, on va dire à peu près, plutôt 2 d'ailleurs. Et 4 cette semaine, c'est incroyable. Voilà, et donc, mais effectivement, on ne peut pas, nous, aujourd'hui, avec nos moyens, assurer voilà, une couverture de l'actualité et en même temps faire de l'enquête. C'est techniquement impossible, et donc on a fait le choix de se concentrer sur du sujet fouillé au long cours. D'accord, et je rebondissais sur ce qu'on disait tout à l'heure, la difficulté des acteurs locaux, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà fâché beaucoup au cours des 4 dernières années? Est-ce qu'il y a des acteurs institutionnels qui ne vous parlent plus? Est-ce que j'ai compris que les médias n'avaient pas forcément envie de vous faire une place, mais est-ce que dans le paysage plus global, vous avez réussi quand même à vous faire une petite place? Oui, je pense qu'on arrive avec certaines personnes. Maintenant, il y a des réticences. Les relations sont parfois compliquées. Ça dépend des personnes, ça dépend des politiques. Avec le monde économique, c'est assez compliqué par définition, parce qu'ils sont encore plus secrets que le monde politique. Mais le monde politique, ça dépend des gens. On a un Hervé Morin qui joue le jeu depuis le début, qui s'en fiche, c'est la presse, peu importe, qu'on parle en bien ou en mal.
On a Édouard Philippe au Havre qui nous a quasiment toujours envoyé bouler. On a une relation mi-figue mi-raisin avec Maillé Rossignol. Tout dépend des sujets qu'on sort, de la période. Voilà, c'est un petit jeu, mais pour l'instant, il n'y a pas de blocage ou de boycott complet. On arrive à bosser. Et surtout, les commentaires ou des politiques ne nous sont pas essentiels pour travailler. On les appelle en fin de sujet s'ils veulent réagir ou pas. S'ils ne veulent pas réagir, c'est bien dommage, mais je veux dire, ça ne modifie pas notre façon de bosser et l'enquête à la sortie. On est cru contacter, il n'a pas voulu réagir. Mais voilà, nos enquêtes, on les mène sans eux, donc ce n'est pas exactement un souci. Par contre, on préfère évidemment avoir des relations cordiales, parce qu'on n'est pas là pour se battre avec les gens et pour jouer les snipers, mais le type de sujet qu'on écrit peut engendrer des relations piquantes, on va dire. Ok. Peut-être, parce qu'on pourrait parler longuement comme ça, peut-être qu'on va prendre quelques questions dans la salle pour répondre à vos curiosités sur les enquêtes à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Si certains d'entre vous ont des questions à poser. Non, le canard, je pense que tu parlais de ton journal. En fait, le petit nom pour un journal, on appelle ça un canard. Mais c'est pas le canard enchaîné. Est-ce qu'il y a des questionnements dans la salle? Oui, madame. Savoir si vous aviez des relations cordiales avec le canard enchaîné, justement, canard. Alors, on a des relations cordiales, c'est le terme, mais pas chaleureuses. Nous, on adore le canard. Dans le pôle enquête, beaucoup des journalistes qui travaillent ont grandi avec le canard enchaîné. Ce sont des lecteurs fidèles depuis des décennies du canard enchaîné. Et c'est souvent le canard enchaîné qui nous a donné le goût de l'enquête et de la révélation. Cependant, quand on dit qu'il y a des médias qui accueillent les nouveaux médias plus ou moins chaleureusement, on ne peut pas dire qu'on ait senti un accueil hyper chaleureux du canard enchaîné. Si vous avez déjà vu une reprise de Mediapart dans les colonnes du canard, vous pouvez nous la signaler. C'est vraiment très très rare. On peut même dire que sur les dossiers les plus emblématiques qu'on ait sortis au cours des 15 années de notre existence, que ce soit l'affaire libyenne, Sarkozy-Kadhafi, que ce soit Cahuzac, que ce soit, enfin je pourrais en nommer un certain nombre, le canard enchaîné n'a jamais embrayé. C'est un peu dommage parce que nous, on n'hésite pas à reprendre leurs informations quand elles nous paraissent d'importance, méritées d'être connues, et que par ailleurs, c'est une émulation. C'est stimulant et ça participe à faire vivre une enquête quand d'autres journaux les reprennent. Nous, quand on regrette de ne pas être repris par d'autres médias, c'est à la fois parce qu'on aimerait bien, on aime toujours être lu, avoir de l'écho, etc., mais aussi parce que ça permet de faire vivre une enquête et de gêner les acteurs, publics ou privés, qui sont dérangés par cette enquête. S'il n'y a que Mediapart, bon, finalement, ça les gêne pas trop. S'il y a aussi le canard enchaîné, si c'est repris au journal de TF1 de 20h, etc., ça devient un événement. Et donc là, les acteurs sont obligés de réagir, les conséquences sont plus importantes. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas quand il y a l'ensemble des médias, que ce soit localement ou nationalement, qui se saisissent d'une problématique et qui vont commencer à interroger un ministre, un chef d'entreprise, quand il est soit lors d'une conférence de presse, soit interviewé dans une matinale sur une radio, etc. C'est important, ça serait super que, en quelque sorte, il y ait une alliance, pas besoin de se taper dans la main au moment où ça sort, mais qu'en fait, quand quelqu'un sort quelque chose, tout le monde embraye. C'est ce qui se passe par exemple en Grande-Bretagne. Quand un grand journal sort une information, tous les autres, ils ne se posent pas la question. Je veux dire, ils vont dessus, ils essayent de creuser, etc. Là, souvent, il y a comme une forme de délégation. D'une part, il y a une forme de délégation de l'investigation à certains journaux, comme Mediapart ou le Canard enchaîné. Bon, ça c'est leur job, nous on n'est pas là pour enquêter, ce qui est dommage en fait, parce que le métier même de journaliste, c'est l'enquête, c'est les révélations, c'est apporter à son public une nouvelle information. Là, c'est comme s'il y avait certains médias qui avaient renoncé, et par ailleurs, quand un média commence une enquête, c'est son enquête. Voilà, c'est son enquête. Alors c'est vrai que le média qui lance une enquête, il a déjà beaucoup de trains d'avance. C'est difficile de courir derrière les infos. Nous, quand c'est d'autres qui sortent, on a du mal à enchaîner. Quand le canard enchaîné sort l'affaire Fillon, on aimerait bien réussir à enchaîner. On est un peu à la remorque, on a du mal, c'est eux qui ont les infos, parce qu'en fait, quand le journal sort une information, ça fait des mois souvent, en tout cas des semaines, qu'il travaille avec des sources, qu'il a fait le tour d'à peu près, avant de publier, de tout ce qui était possible, de savoir, de sortir, qu'il a essayé de rencontrer tous les acteurs, etc. Donc, quand on rencontre quelqu'un, il me dit « vous êtes sympa, mais j'ai vu le canard il y a un mois ». Donc,
c'est difficile de se mettre dans la roue. Et souvent, c'est un peu frustrant. Donc ça peut expliquer un petit peu ce phénomène. Cependant, voilà, il y a toujours des choses complémentaires à sortir, des témoignages nouveaux, et puis même si c'est que de la reprise et de la remise en scène des informations sorties ailleurs, c'est important. Là, le Canard enchaîné traverse un moment difficile, comme vous l'avez peut-être vu, avec un de ses journalistes, Christophe Aubilly, qui a sorti un livre où il explique les déboires qu'il a eu au Canard enchaîné suite au fait qu'il est alerté au sein du journal sur le fait qu'il y avait un possible emploi fictif dans la rédaction. Il se trouve que c'est le journaliste qui avait révélé l'affaire Fillon et qui avait l'emploi fictif dans l'affaire Fillon. Donc il a fait un livre pour dire de l'emploi fictif de l'affaire Fillon à l'emploi fictif du Canard enchaîné. Et il s'est plaint de ne pas être entendu, que l'affaire a été étouffée au Canard enchaîné, que personne n'ait voulu voir cet emploi qui avait été occupé par la femme d'un dessinateur qui avait touché de l'argent pendant des années, selon lui, pour ne rien faire. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte, on verra ce qu'il en est, mais lui a subi les conséquences de cet acte courageux, a priori, de vouloir révéler ces informations qui le choquaient, et donc il a été licencié il y a quelques jours. Nous, on ne se réjouit pas de ces malheurs, loin de là, puisqu'on estime qu'en fait, plus il y a de titres indépendants, plus il y a de médias qui enquêtent, plus il y a d'infos qui sortent, meilleur c'est pour l'information, et meilleur c'est aussi pour l'image des journalistes, parce qu'il ne faut pas se mentir, on a une image déplorable, on ne croit pas beaucoup aux sondages à Mediapart, enfin celui-là il est récurrent, sur les professions dont l'estime est assez basse, les journalistes sont très bien placés. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance dans l'information et dans le travail qui est fait par les journalistes, qui est assez catastrophique, et dont on pâtit tous en fait, quel que soit notre média. Donc on n'a pas intérêt à ce que des journaux historiques, réputés, perdent eux-mêmes leur réputation et leur image. Si eux-mêmes s'effondrent, ou si on commence à douter d'eux, bah ça a des répercussions sur l'ensemble des médias. J'ai une question, c'est que souvent quand on entend parler des journalistes, ils saluent souvent le travail de la PQR. Or, quand je vous écoute la rédaction du Poulpe, j'ai l'impression que les journalistes de la PQR sont tellement sous pression économique et politique qu'on finit par en partir parce qu'on ne peut pas y travailler correctement. Est-ce que c'est parce que la situation normande est particulière et que les journaux normands sont plus sous pression que les autres? Est-ce que vous avez entendu la question? La question portait sur la presse quotidienne régionale, où souvent on entendait, j'essaye de résumer, des journalistes qui disent oui, la qualité de la presse régionale, etc. Or, nos deux journalistes du Poulpe viennent de nous dire que c'était très difficile de faire du bon travail en presse quotidienne régionale. Donc la question est de savoir s'il y a une spécificité sur la Normandie ou si c'est plus général. Je ne sais pas trop quoi répondre à ta question. Moi, j'entends pas beaucoup de monde qui chante les louanges de la presse régionale. Peut-être elle joue son rôle, voilà, pour couvrir pour la petite actu. Maintenant, les grosses affaires ou les bonnes informations sortent rarement par la PQR. Est-ce que c'est plus marqué en région qu'ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'est pas là pour flinguer la presse régionale, en fait, qui peut avoir son rôle et son utilité. On dit juste qu'il y a un déficit au niveau de l'enquête et de l'investigation et que c'est pas par la presse régionale, en tout cas, on parle pour la Normandie, et je crois que c'est valable aussi dans d'autres régions françaises, c'est pas par là que les affaires vraiment intéressantes pour que la démocratie puisse fonctionner en région, c'est pas par ce biais-là qu'elles sortent. Après, elle joue son rôle aussi, on n'est pas là pour la démonter, et moi j'ai appris mon métier, et il y a des gens bien qui y travaillent aussi. C'est l'ensemble, c'est la structure, la façon dont elle fonctionne, et les pieds et poings liés avec lesquels avance la presse régionale qui pose problème pour elle. Mais nous, on a choisi un autre chemin, et chacun sa vie. Ouais. Non, je crois qu'il marche. T'appuyer dessus. Oui, merci. Ma question porte sur les finances. J'ai été très surpris de lire cette semaine une enquête qui révèle que le monde diplomatique vit sur des fonds très abondants, beaucoup plus riches que ce que j'aurais imaginé. Alors, je sais bien que les Normands ont la réputation d'être très méfiants. Moi, si je pouvais, je soutiendrais beaucoup de journaux, et j'ai mauvaise conscience à ne pas pouvoir le faire. Quand je vois par exemple le Ravi à Marseille qui a été obligé, je crois, de mettre la clé sous la porte, pour moi c'est un peu comparable à ce que fait le Poulpe, ce qu'ils faisaient. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, tout le monde ne révèle pas ses comptes. Est-ce qu'il y a beaucoup de journaux locaux ou d'ONG qui
vivent en fait sur des richesses insoupçonnées. Enfin, moi, ça me met le doute de lire cette enquête sur le monde diplomatique. J'imaginais pas du tout que ça avait pu être géré comme ça par des gens qui, par ailleurs, sur le fond, j'avais de l'estime pour eux. Enfin, j'ai toujours de l'estime pour ce qu'ils font, mais que derrière, il y ait cette gestion-là, moi, ça me perturbe. Et je pourrais devenir méfiant quand je lis des choses comme ça. Alors, moi, j'ai pas lu précisément mais j'ai vu passer ça, mais j'ai pas lu précisément ce que révélait cet article sur les finances du monde diplomatique. En tous les cas, au niveau du poulpe, nous, il n'y a pas de financement caché, d'ONG, enfin, je ne sais quoi. Voilà, nous, l'essentiel de nos ressources provient des abonnements, justement, des gens qui s'abonnent. Et c'est pour ça que je réitère encore un appel solennel aujourd'hui à ce qu'un maximum de gens s'abonnent au poulpe. Parce que, effectivement, justement, c'est la contrepartie de ce qu'on présentait tout à l'heure, à savoir l'indépendance. Et ben l'indépendance, ça veut dire que donc on ne prend pas d'argent du monde économique, du monde politique, justement pour pouvoir enquêter de la manière la plus libre qui soit, et que donc en contrepartie, on a besoin de s'appuyer sur des ressources financières qui proviennent du grand public, des citoyens, des gens qui sont concernés par l'information et qui ont envie de mettre leur pierre à l'édifice d'un média d'investigation indépendant, comme le Poulpe ici et comme d'autres ailleurs en région. On a pris des risques financiers, comme je disais en introduction, une aventure intéressante journalistiquement, mais très complexe économiquement. Effectivement, c'est une prise de risque. C'est pas dans ce secteur-là que vous allez faire de l'argent et gagner votre vie. On s'embête plutôt à essayer d'aller grappiller le moindre euro chaque jour. Et après 4 ans d'existence, le journal n'est pas encore pérenne. On essaie chaque année de rameuter à gauche et à droite, et c'est très complexe. Après, pour des structures comme le Monde Diplo est plus importante, les besoins en financement sont d'un tout autre ordre. Nous, nos besoins en financement sont petits, à une échelle où on n'a pas à se poser ces questions-là. Mais maintenant, on s'est construit, on se présente avec un souci d'indépendance. Si on ne respectait pas le contrat de base qu'on passe avec le lecteur là-dessus, ce serait à ne plus croire en rien. Non, on applique réellement ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'importance du financement dans un média, c'est essentiel. Dis-moi qui te paye, je te dirai ce que tu racontes un petit peu. Enfin, c'est pas aussi rapide que ça, mais il y a un lien réel. Donc, nous, voilà, on est les 2 seuls financeurs. On a mis de l'argent sur la table, on a pris un risque, et si à la fin le poulpe ne fonctionne pas, on aura perdu nos billes, mais on ne l'imagine pas. Oui, concernant Mediapart, le modèle est peut-être plus connu. C'est pareil, on a voulu construire un journal sans actionnaires milliardaires, sans publicité, sans subvention publique, ce qui est un choix qui est rare aussi. Voilà, un modèle où en fait on ne pourrait que compter sur nos abonnés. Il y a aussi une autre provenance d'argent qu'on refuse et qui est moins connue, et pourtant qui est un enjeu majeur aujourd'hui, mais qui échappe souvent au grand public, c'est celui des GAFAM. En réalité, aujourd'hui, on est dans un marché où Google permet à beaucoup de journaux, non pas de gagner de l'argent, mais de limiter leurs pertes. Si aujourd'hui vous vous abonnez au Monde, enfin tout un tas de journaux, je ne vais pas tous les citer, en fait ils ont un contrat privé avec Google dont on ne connaît pas les termes, mais qui fait que Google finance en réalité votre abonnement la première année. Ce qui va faire que l'abonnement au Monde ou au Nouvel Obs, au Parisien, ce que vous voulez, va coûter beaucoup moins cher que si vous preniez l'œuvre classique. Vous avez aujourd'hui un abonnement, je ne voudrais pas faire leur publicité, mais vous avez, si vous vous abonnez via Google, un abonnement à 5 € au Monde par an. C'est difficile pour nous, des journaux indépendants, de faire le match quand le Monde se fera 5 € par mois grâce à Google. Surtout que Google n'a pas mauvaise réputation. Google n'est pas vu comme Bolloré, Bernard Arnault, etc. Donc les gens ne se rendent même pas compte, en fait, des données personnelles qu'ils livrent en même temps à cet opérateur via cet accord. Personne n'en parle. Les données personnelles est un enjeu mineur, méconnu, qui est jugé secondaire. Personne n'en voit les conséquences. Et donc nous, en fait, on doit lutter sans être compris sur cette question. C'est-à-dire les gens disent « Ah, c'est quand même un peu cher à Mediapart ». C'est vrai, c'est un peu cher. C'est 11 €, bientôt 12 € par mois. Il y a un tarif préférentiel pour les étudiants, pour les petites retraites, pour tous ceux qui sont en difficulté, qui est basé sur la confiance. On ne demande pas de justificatif, on ne demande pas de feuille de revenus, on dit on vous fait confiance. Si vous nous dites que vous êtes dans le dur en ce moment, abonnez-vous à 5 €. Et si un jour vous êtes en possibilité de faire mieux, on espère que vous payerez 11 € le tarif normal et on vous fait confiance, on sait que vous saurez nous le rendre. Donc,
c'est un modèle qui pour l'instant a fait ses preuves, cette confiance, dont on est très content. On est arrivé on a failli mourir en 2010, après 2 ans d'existence. C'est-à-dire que Mediapart n'a pas fonctionné tout de suite, et c'est aussi un espoir pour tous ceux qui se créent. Ça ne vient pas du jour au lendemain, le lectorat, surtout quand on est payant. Avant, en kiosque, vous pouviez feuilleter un journal, vous faire une idée, vous dire tiens, je l'achète, etc. Nous, le fonctionnement de l'abonnement, c'est-à-dire qu'on demande aux gens quasiment de recevoir quelque chose tous les mois pour quelque chose qu'ils n'ont jamais lu. Donc il faut vraiment c'est un geste de confiance au départ quasiment. Les 2 premières années, on n'a pas trouvé notre lectorat. On plafonnait, on était à 13 000 abonnés, 14 000 abonnés, on n'y arrivait pas. Et puis le site fonctionnait pas bien, on avait une dette technique, le site marchait mal, enfin c'était la catastrophe. On commençait déjà à se demander à quel moment on allait fermer. Et puis il y a eu une sorte de petit miracle, il y a eu l'affaire Bettencourt. L'affaire Bettencourt, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était une affaire extraordinaire en 2010 de cette femme qui était la plus riche de France, Liane Bettencourt, qui se faisait arnaquer par les gens qui l'entouraient. Et puis il y avait tout un volet politique, parce que parmi les gens qui essayaient un peu de gratter de l'argent, il y avait aussi des gens qui étaient aux plus hautes fonctions de l'État et qui essayaient de se faire financer leur micro-parti, leur campagne, etc. Et puis il se trouve que en fait, le ministre du budget de l'époque, qui était aussi trésorier de l'UMP, c'était un bon ami de cette femme, et que il avait... En fait, il se trouve que la famille Bettencourt avait embauché la femme de ce ministre. Enfin bon, il y avait vraiment beaucoup de choses qu'on découvrait à travers des enregistrements qui étaient incroyables, d'un majordome qui avait posé son enregistreur pendant 1 an à la table de cette milliardaire et qui avait volé des secrets absolument exceptionnels. L'histoire a été tellement folle, les enregistrements ont fait tellement de bruit, ont eu tellement d'écho qu'on a eu des gens qui se sont abonnés par milliers. Et donc on est passé en quelques mois de 14 000 abonnés à 48 000 abonnés, et le journal est arrivé à l'équilibre et on a été sauvé. Et ensuite on s'est développé, et ensuite on a pu commencer à rembourser en fait l'argent de gens qui avaient mis un peu des sommes, qui n'étaient pas des milliardaires type Bolloré, mais qui avaient mis un peu d'argent au début pour que ce journal puisse exister. Et on a fini de rembourser notre emprunt cette année. Donc Mediapart est aujourd'hui un journal qui est à l'équilibre et qui a par ailleurs dégagé des bénéfices importants au cours des 2 dernières années, mais c'est un journal qui reste encore fragile. C'est pour ça d'ailleurs que quand on organise une journée comme ça, qui a un certain coût, il y a un prix libre. C'est-à-dire on dit aux gens c'est gratuit si vous le souhaitez, si vous n'avez pas les moyens de payer, il n'y a aucun problème, venez, on est là pour échanger. Mais si jamais vous pouvez nous aider, soit en achetant une paire de chaussettes, un t-shirt, soit en donnant juste un petit peu d'argent pour nous aider à organiser ce type d'événement, on est preneur parce qu'on est à l'abri de rien. Et qu'on fait face, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à une concurrence assez féroce de gens qui n'ont pas forcément le même modèle, et c'est pas grave, ça les empêche pas de sortir également d'excellentes informations. C'est pas pour dire il y a que chez nous qu'il y a des bonnes enquêtes, etc. Mais on est sur un modèle pur, qu'on veut garder pur, parce qu'on y croit, parce qu'on pense que ça a des conséquences, et voilà. Alors après, sur les comptes cachés des journaux, nous, nos comptes, ils sont publiés chaque année, comme le Canard enchaîné d'ailleurs, ce qui a été dit tout à l'heure, et puis on essaie d'avoir une transparence maximale. Transparence sur les salaires. La grille des salaires, elle est accessible sur le site de Mediapart. Transparence sur l'ensemble de nos revenus, pour que chacun puisse se faire une opinion, sache où va l'argent quand il paye un abonnement, et qu'ils ne se disent pas que ça part dans la poche d'un tel, ou bien qu'il y en a qui se sucrent, même le PDG, Louis Plenel, mais son salaire est public, il est connu, et on estime que c'est très bien comme ça et qu'on n'a absolument rien à cacher en la matière. Alors moi j'ai une question peut-être un peu plus triviale. Je voulais savoir pourquoi est-ce que c'était si important de protéger l'anonymat des sources, et puis peut-être est-ce qu'il y avait des différences dans la manière de gérer ces dites sources entre les journaux locaux et les journaux nationaux. Voilà. Que répondre à cette question ? Je pense que c'est à peu près similaire entre ce qui peut se passer dans un journal local ou dans un journal régional, je pense. Et après, sur effectivement l'intérêt ou la nécessité c'est que effectivement certaines personnes qui vont venir parler au Poulpe ou venir parler à Mediapart dans le cadre d'enquête ont besoin de l'anonymat pour ne pas s'exposer, ne pas éventuellement subir de représailles plus ou moins fortes, et que donc dans certains cas il y a la nécessité que ces personnes-là ne soient pas identifiées, et néanmoins de permettre qu'elles puissent nous délivrer des informations pour qu'on puisse après les restituer à nos lectorats respectifs. Et donc voilà pourquoi effectivement dans certains cas il est nécessaire de protéger ces personnes-là, et donc de ne pas les identifier, de conserver leur anonymat en fait, tout simplement. Et je pense que ça doit être à peu près
les mêmes logiques qui animent un journal comme Le Poulpe ou un Mediapart au niveau national. Une information, le rôle des journalistes, c'est de sortir des informations qu'on estime devoir être connues de tous, mais qui ne le sont pas. Pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas censés nous donner une information qui nous la donnent. C'est des gens qui détiennent un secret, et en fait, parce qu'ils pensent qu'elle doit être connue, pour plein de raisons différentes, ils vont nous la fournir, mais ils se mettent en danger. Un fonctionnaire de la mairie de Rouen, de la mairie de Paris ou du ministère de l'Intérieur qui veut nous dire qu'il est scandalisé par quelque chose qu'il a vu ou entendu, il n'est pas censé le faire, il est tenu au secret en fait. Si ça se sait et si on voit le lendemain dans le journal que M. Tartampion a donné une information à Mediapart, sa carrière elle est finie. Donc il a besoin que son identité soit cachée, qu'elle soit préservée, de façon à ce que l'information puisse être divulguée, diffusée, connue, sans que lui soit mis en danger. Et nous, notre travail et notre garantie numéro 1, c'est de lui dire qu'il ne sera pas démasqué. S'il y a le moindre risque qu'il soit démasqué, il faut qu'on le lui dise, et on préfère renoncer à un scoop plutôt que de mettre en danger quelqu'un, la carrière de quelqu'un ou la vie de quelqu'un. Donc ça, c'est le contrat de départ. Ensuite, il y a une discussion qui s'engage entre les journalistes et les sources, qui, après un premier contact, va consister à leur expliquer comment ne pas être opéré. Quelqu'un de très naïf qui imprime un document, en fait, s'il n'a pas pensé que ça allait être tracé, qu'on allait retrouver qui a imprimé ce document la veille, c'est fini, il est grillé. Heureusement, on a des moyens de communication aujourd'hui, notamment des messageries cryptées qui sont Signal, qui sont Telegram ou d'autres moyens, des rencontres physiques. Tout à l'heure, il y aura Jade Lingard du pôle écologie et Mathieu Suc qui travaille sur les questions de renseignement et de terrorisme qui vous répondront à vos questions. Ils pourront vous dire, Mathieu Suc, qui travaille notamment sur les services de renseignement, il a un certain nombre de rendez-vous qui ont tout intérêt à être très très discrets, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc chacun ensuite a ses méthodes, mais toujours la priorité c'est de protéger les gens qui nous transmettent des informations. Ça vous est arrivé de donner quand même une information alors que qui était nécessaire de la donner alors que la personne n'était pas d'accord? Non. On ne fait pas ça. C'est des questions qui se posent parfois et avec acuité dans les enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles. Parfois, on sait qu'il y a des femmes qui ont été violentées ou violées, mais elles ne souhaitent pas que ce soit révélé. Donc, on ne le fait pas. Et pourtant, on estime que dans l'intérêt général, il faudrait savoir que telle personnalité publique, telle personnalité politique ou autre, il faudrait que ça se sache. Mais à partir du moment où la victime, pour des raisons qui lui appartiennent, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle ne veut pas se replonger là-dedans, parce qu'elle ne veut pas que ses enfants, ses parents sachent, etc., ne le souhaitent pas, nous estimons que nous n'avons pas le droit de diffuser cette information. Vous parliez tout à l'heure du canard enchaîné. J'assume totalement le fait, dans l'affaire Quatennens, que la compagne de M. Quatennens, qui ne souhaitait pas que l'information sorte, nous n'aurions pas sorti l'information. Et nous avons déjà été confrontés un paquet de fois à ce cas de figure. Visiblement, le canard enchaîné, pour le coup, n'a pas eu les mêmes scrupules. Ce qui est compliqué aussi, c'est des cas extrêmes. C'est-à-dire une victime qui nous dit oui, j'ai été violée, mais je ne veux pas que ça se sache, parce que si ça se sait, l'auteur va se suicider. Et toute ma vie, j'aurai sur la conscience à la fois ce viol et son suicide à cause de vous. Si vous sortez l'information, je vous en voudrais toute ma vie, etc. Et d'autres victimes de ce même agresseur qui, elles, voulaient que ça sorte. Alors là c'est des cas très complexes. Et c'est souvent le cas, en fait, dans les affaires de violences sexistes et sexuelles. C'est des affaires très compliquées à raconter, très longues à enquêter, où des gens témoignent, puis finalement changent d'avis, ou des victimes acceptent de raconter, puis finalement ont peur, etc. Et souvent, ça prend des mois et des mois avant de pouvoir être écrit sans que les victimes soient brusquées ou choquées ou se sentent trahies. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Ouais. Est-ce qu'être indépendant nous met à l'abri des pressions ?
ma connaissance, Mediapart ne fait pas partie de consortium de journalistes comme des grands journaux comme Le Monde ou même qui font des enquêtes communes. Il me semble que vous faites pas. Si, ah d'accord. Voilà. Donc j'ai ma réponse. Si, Mediapart fait partie de l'OIC, membre fondateur de l'OIC, qui est un regroupement de journaux européens, seulement européens, qui font de l'enquête, et parmi lesquels on compte notamment Le Spiegel, mais aussi des journaux italiens, portugais, espagnols, anglais, danois. On a, grâce à cette alliance, sorti des dossiers qui ont fait un peu de bruit, comme les Football Leaks, les Malta Files, des dossiers qui portaient sur l'évasion fiscale, ou sur d'autres sujets, les secrets de la Cour pénale internationale, etc. Et donc c'est des moments assez incroyables où 80 journalistes travaillent ensemble pendant des mois, effectivement, pour sortir des informations. On en a moins sorti parce que notre principal lanceur d'alerte, notamment celui des Football Leaks, a été arrêté, découvert et arrêté, et traduit en justice au Portugal. Il est portugais. Il est en prison actuellement. Jugé, le risque de condamnation est fort, en dépit du fait que tout ce qu'il a révélé était vrai d'une part, et surtout c'était un nombre de délits absolument incroyable. Et aujourd'hui, parmi tout ce qu'il a raconté, les milliers de documents qu'on a sortis qui concernent les 150 millions de Ronaldo planqués dans les paradis fiscaux, le dopage russe, des affaires sordides d'agents, tout ce qu'on veut, de la violence sexuelle, des mineurs exploités en Afrique, etc. Il y a une seule personne en prison dans tout ça, c'est lui. Tous les autres, pour l'instant, ils ont échappé à la prison. C'est vous dire à quel point la condition de lanceur d'alerte est parfois difficile, et à quel point il faut faire le maximum. On rejoint la question précédente pour protéger ses sources. Malheureusement, lui, après avoir été traqué pendant des mois, a fini par être arrêté. Il a été repéré, et voilà. La première question sur l'indépendance et la pression, on n'a pas tellement de pression. Je pense qu'on se met à l'abri d'un certain nombre de pressions. C'est de la menace. Voilà, effectivement, Madame citait l'exemple de Total. On a organisé une journée sur Total Énergie. On a reçu une lettre de menace de Total disant faites attention à ce que vous racontez, etc. Mais franchement, c'est pas une pression qui nous a paralysés. Je regarde Jaline Garde, ma consoeur du pôle écologie. Il y a assez peu, et c'est notre chance, de moyens de pression et d'action sur nous. Il y a certains hommes politiques qui croient qu'ils vont s'acheter une impunité en nous parlant, en nous divulguant des secrets sur d'autres. Souvent, c'est les pires. On se rend compte en fait qu'ils voulaient acheter notre gratitude, mais on ne fonctionne pas comme ça en fait. C'est pas parce que quelqu'un est notre source un jour que ça la protège pour toujours si elle fait quelque chose d'horrible, et qu'on sortira pas l'affaire si elle nous protège. Donc du coup, on a assez peu d'amis. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, ça oblige à faire un autre type de journaliste d'avoir pas d'amis. Quand on n'a pas de source dans les ministères, quand les ministres ne veulent pas vous parler, ça vous évite de raconter des ragots politiques ou de la course de petits chevaux, comme on dit, sur les partis, et de s'intéresser à des choses qui nous paraissent plus importantes, des dossiers de fond ou des enquêtes à révéler. Je ne sais pas, sur la pression. Un petit mot en plus sur le fait que nous on a aucune relation commerciale avec quiconque, et le premier biais pour nous attaquer en général les petits médias comme nous, c'est le biais économique. Un annonceur dit si tu continues à sortir ce sujet-là, je coupe les budgets pub. Nous, en n'ayant aucune relation commerciale, on évite toute pression. On reçoit très 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 peu de coups de fil. Même les politiques ou les décideurs économiques énervés n'ont pas souvent le courage de nous appeler directement pour aller une bonne engueulade au téléphone. Ça nous arrive même très rarement. Non, quand on a un souci, on le sait après, et c'est une attaque judiciaire directement. C'est le seul biais. Mais on évite ces petits coups de fil pour dire attention, on va couper les 30 000 balles de budget pub, tu les auras pas. C'est comme ça que ça fonctionne en presse régionale. Moi, je l'ai expérimenté. Et nous, on l'évite, et c'est tant mieux. Je vais compléter d'un mot, parce que c'est intéressant, je trouve, ce qui est dit sur la bataille judiciaire. Parce que nous, à Mediapart, on a la chance d'avoir les reins solides. On a un cabinet d'avocats formidable qui s'appelle Seattle, qui travaille pour nous depuis des années et qui répond à toutes les procédures. On a été l'objet de 250 plaintes en diffamation depuis la création de Mediapart. Donc c'est quand même beaucoup.
Sûrement pas presque autant, mais beaucoup qui ont annoncé porter plainte et qui finalement ne l'ont pas fait par un effet de communication pour faire croire qu'ils allaient le faire. On est très content parce qu'en fait, jamais un homme politique ne nous a fait condamner pour une fausse information qu'on aurait publiée dans le journal. Mais cette guérilla judiciaire, elle prête beaucoup moins à sourire pour les petits journaux, notamment ceux qui se créent. Parce que quand on vient de se créer, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, et qu'on doit faire face à un Patrick Drahi qui attaque Street Press, qui attaque Reflet, et qui attaque tous ceux qui se permettent de mettre leur nez dans les Drahi Leaks, et qu'on a cette machine en face, un milliardaire qui vous dit je vais vous traduire devant un tribunal au moindre article que vous allez faire, et si vous perdez, c'est fini pour vous, le site, vous pouvez mettre la clé sous la porte. C'est une pression terrible. Et même si on pense qu'on va gagner à la fin, en attendant, il faut payer les avocats. Et même si on a des avocats hyper sympas, hyper compréhensifs, etc., eux-mêmes, ils doivent gagner leur vie. Donc ça, c'est un outil de pression, en effet, qui est non négligeable, qu'on a un peu dépassé, nous, grâce à la chance qu'on a de financièrement être plus à l'aise, mais qui est un vrai souci pour plein de jeunes sites indépendants. Du coup, justement, avec le recul des 15 ans aujourd'hui, diriez-vous que ces attaques en diffamation ont tendance à augmenter en volume, en nombre, et peut-être pour le Poulpe, au bout de 4 ans d'existence, comment vous vous positionnez justement par cette judiciarisation du journalisme, ou du moins peut-être un nombre d'attaques plus récurrentes ces derniers temps, ou c'est quelque chose de constant qui fait partie intégrante de votre travail? Alors, on a voulu faire un bilan, très bonne question. Je crois que Renaud Creus, qui est directeur de la communication et qui est là, avait entamé un tableau parce qu'on voulait se rendre compte effectivement de l'ensemble des procès, etc. On n'a pas pu le mener à terme à temps. Moi, c'est sûr que ce n'est pas en augmentation. Il est possible que ce soit en diminution, les procès qui nous sont intentés, mais est-ce le hasard? Est-ce que ça signifie quelque chose? Je ne sais pas trop. Est-ce que certains se sont découragés à force de voir qu'on perdait ou que finalement ça ne nous dissuadait pas? Je serais un peu en peine de faire une analyse de ça. Mais je pense qu'il y a un outil, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais qui est la communication. Et là, pour le coup, les journaux, les médias se sont serrés les coudes, notamment face à Bolloré. Bolloré, il a fait ce qu'on a appelé les procédures Bayon. Et c'était exactement ça. C'était attaqué. Alors c'était Radio France, c'était Mediapart, c'était tous ceux qui osaient parler de Bolloré en Afrique. Et en fait, c'est des procédures qui coûtent très cher, encore une fois. Et Radio France, vous pourriez dire, il n'y a pas de problème d'argent. Bah si, en fait, parce qu'il peut y avoir des directions, n'importe où, qui en ont marre, en fait, des procès. Et qui disent, on va pas se relancer là-dedans, là, ça va être encore long, ça va être encore... Donc ça peut être dissuasif, il peut y avoir une part d'autocensure au bout d'un moment aussi, plus la peur de se planter, ça peut arriver, on peut faire une erreur, personne n'est à l'abri d'une erreur, quelque chose, et là qu'il y aurait des condamnations terribles pour son journal, pour son média. Donc je pense que c'est ce qu'a espéré beaucoup Bolloré à une époque. Après, franchement, il y a eu une alliance magnifique, des journaux qui ont dénoncé, il y a eu des associations, plein de choses qui se sont faites, des formes de solidarité. Peut-être que ça en a freiné certains, je ne sais pas, j'ose l'espérer. Pour répondre à ta question, Mathieu, sur ce qui nous concerne à d'autres niveaux, nous, on est des petits joueurs comparés à Mediapart en nombre de procédures. On en a que 3, mais et en plus, il est un petit peu tôt pour te répondre précisément sur l'impact économique pour nous, parce que aucun n'a été encore jugé. Donc, on croise les doigts pour qu'à la sortie, ça se passe bien pour nous, mais sur l'éventuel coût économique pour nous, on ne peut pas encore te répondre précisément. Maintenant, si, imaginons qu'on en perde un, des gens nous réclament 5 ou 10 000 euros d'indemnité, pour un petit média comme le nôtre, ça ne nous mettrait pas un genou à terre, mais pas loin. 10 000 euros pour nous, c'est conséquent. Pour ce qui est des frais d'avocat, les procédures étant en cours, pour l'instant, ça ne nous a pas encore coûté un bras, et on a la chance que Mediapart nous ait mis à disposition ces excellentes équipes d'avocats, ce qui nous aide beaucoup et nous rend effectivement plus solides pour aborder ces procès. Mais imaginons, je n'ose y croire, qu'on perde 1 ou 2 procès, ce que je ne pense pas, ça pourrait remettre en cause notre existence. Tout à fait, ouais. C'est le fait qu'effectivement, même s'il n'y a pas encore de décision de rendu et que les procédures ne sont pas allées jusqu'à leur terme en ce qui nous concerne, le simple fait qu'elles soient engagées et donc il y a tout un tas d'étapes intermédiaires avec des avocats, ça coûte quand même de l'argent. Et effectivement, pour des petites structures comme la nôtre, ça a déjà une incidence et ça coûte déjà de l'argent. Et donc c'est aussi
parfois le calcul de certains qui souhaitent nous attaquer, il est celui-ci, c'est-à-dire peu importe de gagner à l'arrivée en fait, mais simplement de pouvoir nous prendre du temps, nous prendre de l'argent et essayer de nous faire mal sans parler même du résultat final de la procédure. Monsieur, puis madame, puis monsieur. Ah, monsieur d'abord, pardon. Alors, avant de poser ma question que je sais un peu naïve à Mediapart, je voudrais dire comment j'ai rencontré Mediapart à travers Edoui Plenel. C'était il y a, je pense, 7-8 ans, au cours du premier quinquennat de notre cher président. C'était lors de la fameuse interview avec Jean-Jacques Bourdin. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je m'adresse aux participants, interview du président de la République par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, que je ne connaissais pas beaucoup. Et là, franchement, au cours de cette interview, j'étais pas le seul, mais on a partagé avec des tas d'amis, des dizaines d'amis, en se disant, on a assisté à un moment de télévision, un moment de journalisme incroyable, surréaliste. C'était la première fois qu'un président de la République avait en face un journaliste, Edoui Plenel, que je découvrais des questions transparentes, indépendantes, et qu'on peut considérer aujourd'hui comme gênantes, quoi, hein. Et effectivement, je fais un parallèle un peu avec tous les chiens de garde qui, le jour de l'interview présidentielle, jamais ne poseront des questions embarrassantes, et nous, qu'on peut considérer comme objectives, quoi. Alors, ma question, elle est simple. Comment ça se fait que ce jour-là, Edoui Plenel avait été sélectionné, ou je ne sais pas quel mot on doit dire, et est-ce qu'il pourrait se reproduire un tel miracle? Alors, en 2017, nous avons organisé une série d'entretiens avec les candidats à la présidentielle. On l'avait déjà fait en 2012, c'est-à-dire qu'on invitait dans la rédaction de Mediapart les candidats à venir discuter avec l'ensemble de la rédaction. Ça, c'était déjà original. C'est ce qu'on appelait nos émissions live, en direct. Ça durait 3 heures et on les essorait. Et au lieu d'avoir un journaliste généraliste, on avait des spécialistes. Et ça change beaucoup, en fait, parce qu'on peut jeter la pierre facilement aux intervieweurs du matin, à la radio, etc. Mais en fait, c'est difficile quand même de maîtriser tous les sujets. Alors, on leur tombe facilement dessus. « Ah, mais elle n'a pas fait cette relance. Ah, mais c'est pas tel chiffre. Ah, mais... » Bon. En fait, en réalité, moi, j'aimerais pas trop être à leur place, parce que c'est difficile, sur tous les sujets, d'être en mesure de détecter dans l'instant le mensonge, la contre-vérité, l'exagération de la personnalité qui est en face. Donc nous, on avait un peu déjoué ça par un dispositif qui était intéressant, c'est-à-dire que successivement, les candidats venaient rencontrer la spécialiste du pôle écologie, le spécialiste de la fiscalité, le spécialiste de la corruption, etc., etc. Et donc là, face à lui, il y avait du répondant, parce qu'on choisissait les questions, on savait ce qu'on voulait demander, on avait les réponses, on avait les dossiers en tête, etc. Ça a donné des super moments de télévision. Emmanuel Macron est venu en 2017, à 2 reprises d'ailleurs, pour 2 entretiens que moi j'ai trouvé extrêmement qualitatifs, que certains nous ont reproché après, comme s'il ne fallait pas l'inviter. Nous, à part le Rassemblement national, on invite tout le monde. On considère qu'il n'y a pas de... On a beau être en désaccord avec les gens, justement, ce qui est intéressant, c'est de les démasquer, de les faire argumenter, de contrecarrer leurs arguments et de montrer, en fait, en quoi ils peuvent être à côté de la claque, en quoi ils peuvent mentir et en quoi on n'est pas d'accord. Donc on avait invité Emmanuel Macron, et c'était dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Et moi, j'ai dit à Edoui Plenel, pose-lui une dernière question. Tiens, si tu lui disais, on se donne rendez-vous chaque année à la même époque pour faire le bilan de votre action. Et donc, Edoui a demandé ça à la dernière question à Emmanuel Macron, qui a dit « chiche banco ». Et donc, 1 an après, Edoui a relancé l'Élysée. On était déjà fâchés depuis 1 an, mais bon. Il a dit, vous avez dit chiche banco, si vous savez tenir une promesse, montrez-le, venez à la rédaction de Mediapart, on est prêts, on vous attend, on est tous là, on l'attendait de pied ferme. Alors l'Élysée, ça a été le début d'une négociation, puisque l'Élysée a imposé Jean-Jacques Bourdin, en disant, nous on veut bien un Messie à Jean-Jacques Bourdin, et puis on veut parvenir à Mediapart. On veut faire ça avec la Tour Eiffel en décor, et puis patati patata. Nous, on avait refusé l'Élysée, ça c'était clair, c'était une ligne
une ligne absolue qu'on s'était tracée. Ça a fait un débat dans la rédaction. Est-ce qu'on accepte ou pas cette invitation? Est-ce qu'il y a un intérêt à interviewer le président de la République ou pas? Est-ce qu'on va être piégé? Est-ce qu'on va se retrouver dans un dispositif où on ne pourra pas poser les bonnes questions, on ne pourra pas relancer, on va être assimilé justement à tous les autres journalistes? Tout le monde n'était pas d'accord, mais on était une majorité, et Edoui le premier à dire qu'il faut le tenter. On ne refuse pas de pouvoir interviewer le président de la République. On n'a pas cette chance 2 fois dans sa vie, ça s'est vérifié, et donc il faut y aller, mais il faut y aller en posant les bonnes questions. Et donc là, il y a eu de l'échauffement, de l'entraînement, des séquences, tout le monde qui allait sur ces sujets pour briefer Edoui, lui faire les questions, les relances. Alors là, il va te baratiner là-dessus, il faut lui répondre ça, etc. Et on lui a dit, allez, vas-y, va te débrouiller. Edoui a fait du mieux qu'il a pu. Et effectivement, je pense que ce jour-là, on s'est dit que plus jamais une interview d'un président ressemblerait à avant. On s'est trompé, puisque de nouveau, ça a redémarré. Alors on a remplacé parfois par des allocutions, par des interviews qui ressemblent plus à des allocutions. Enfin, on a eu tous les registres. De nouveau, le président de la République a choisi ses intervieweurs, ce qui est quand même extraordinaire. Et je crois qu'en 2019, on n'a même pas osé relancer l'Élysée, vu ce qu'on s'était mis depuis 2 ans à la figure, tout ce qu'on leur avait balancé, tous ceux dont on s'était offusqué. Je crois qu'on ne s'est même pas dit que c'était la peine de leur dire vous aviez dit chiche banco il y a 2 ans, vous vous souvenez. On s'est dit qu'on allait se faire vraiment balancer. Et donc, on n'a même pas retenté. Cependant, on a invité Emmanuel Macron en 2022, puisqu'on invite toujours les candidats à la présidentielle. Alors, ils ne viennent plus. Aucun. Mélenchon n'est pas venu. Il avait ses exigences. Macron n'est pas venu. On n'a pas eu beaucoup de candidats cette année. On a eu des équipes de candidats, voilà. Mais en fait, c'est comme s'ils redoutaient l'interview qu'avec humour vous dites apprécier, c'est-à-dire des questions. Pardon ? On a eu la primaire des écologistes, mais c'est vrai qu'on a senti une réticence d'un certain nombre de candidats, tout partis, à venir s'exposer. Et moi, je pense qu'ils se disent qu'ils n'ont rien à gagner, en fait. Ils vont s'en prendre, voilà, ils vont avoir un questionnement qui va être plus long, plus intéressant, plus pertinent et plus gênant, qui vont avoir du mal à convaincre ceux qui vont écouter et qui ont plus à perdre qu'à gagner. Donc, malheureusement, c'est un exercice qu'on a eu du mal à renouveler. À une époque, certains espéraient venir gagner le match et montrer qu'ils étaient plus forts que nous. Édouard Philippe est venu, Manuel Valls, enfin, des gens qui espéraient nous montrer un peu. Puis même ça a disparu en fait. Oui, juste une toute petite interruption avant de prendre la prochaine question. On a ouvert en haut. Donc pour ceux qui sont à l'étroit, vous pouvez monter. A priori, il y a des places et vous entendrez. Voilà. Maintenant... Merci Mathieu. Oui, vous parliez tout à l'heure d'autocensure et de l'affaire Caténance notamment. La question c'est est-ce que votre vision des choses, votre vision politique, enfin voilà, le parti auquel vous adhérez, enfin dans l'esprit. Sans forcément être en adhésion totale, et les causes que vous pouvez défendre par ailleurs en tant qu'être humain, voilà. Est-ce que parfois, du coup, ça vous censure sur des sujets, j'imagine, par exemple, même à l'échelle locale, voilà, une association qui fait beaucoup de choses pour l'écologie, et puis qui, par ailleurs, au sein de cette association, il y aurait des violences sexuelles, sexistes, ou autres, enfin, d'autres sujets. Est-ce que ça impacte en termes d'autocensure ? Voilà. Excellente question. Je vous laisserai répondre localement après. Pour ce qui nous concerne, pour nous, c'est une règle absolue et importantissime de ne pas laisser nos idées, nos valeurs, les combats qu'on défend avoir un impact sur la façon dont on fait du journalisme. On enquête sur tout le monde, c'est ce qu'on revendique, on en est fier et je vous garantis que c'est la vérité. On ne met jamais une information dans le mouchoir, on ne la tait pas, parce que c'est une personnalité dont on apprécie par ailleurs les idées ou parce que c'est une ONG dont on pense qu'elle est nécessaire à la cause. Sinon, c'est la fin du journalisme. Si on commence à raisonner comme ça, c'est la mort certaine. Donc, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par tout ce que vous voulez, quels que soient les goûts personnels, les affinités, les idées, il faut enquêter quand on a une information.
Quand on a eu des informations sur Denis Baupin, on peut être contre le nucléaire, on peut voir tout ce qu'on veut comme combat écologique, on peut penser que cette affaire allait faire du mal au parti écologiste. Nous avons traité l'affaire Denis Baupin. Quand Jean-Luc Mélenchon privilégie celle qui fut sa compagne, qui l'est peut-être toujours, je n'en sais rien, Madame Chikirou, et qu'elle gagne beaucoup d'argent pendant une campagne présidentielle, nous le traitons. Et quand ça concerne Macron, c'est pareil. Quand ça concerne l'UDI, c'est pareil, etc. Sinon, on se met des œillères, on ne peut plus travailler. Notre métier, ce n'est justement d'être tenu par aucun camp, aucun parti, aucune idéologie, d'être complètement libre. Et c'est vrai que parfois, quand on fait des enquêtes sur les conditions de travail dans une ONG, ça a pu nous arriver, ou dans certaines associations de défense des animaux, ou à Oxfam, les violences sexuelles, ou Oxfam. En fait, il n'y a pas de raison de taire quelque chose. Et en fait, je vous le dis avec conviction, d'autant plus que les gens ne nous croient pas. C'est-à-dire qu'on est en permanence interpellé, notamment sur les réseaux sociaux, par des gens qui pensent qu'on roule pour X, qu'on roule pour Y. Ah oui, mais quand c'est l'extrême gauche, vous dites rien. Ah, mais quand c'est machin. C'est agaçant, en fait. C'est agaçant parce qu'on a tellement l'impression de se battre au quotidien pour le contraire, et justement d'essayer de faire ça en dépit de tout ce qu'on peut penser dans notre vie de citoyen, que ça fait de la peine en fait quand des gens nous le reprochent. Mais on essaye comme journaliste au pôle enquête d'être des êtres froids, presque d'être des monstres froids, voilà, de chasser les sentiments pour nous concentrer sur les faits qui nous sont exposés, de les enquêter, de les investiguer, et s'ils sont réels, s'ils sont recoupés, de les publier. C'est notre métier. Mais du coup, est-ce que vous parlez d'être froid, mais moi je me mets à votre place, j'ai du mal à imaginer à un moment que ça me foute pas la boule au ventre de me dire que j'ai peut-être participé à la décadence d'une association, d'une ONG, plus ça que les partis politiques d'ailleurs. C'est une question qu'on se pose, y compris dans les ONG. Moi, ça m'est arrivé souvent de parler avec des gens qui auraient pu être des sources, mais qui avaient peur, si elles sortaient les informations, que ça desserve la cause. Déjà, souvent, c'est une question que les sources se posent en disant ça va discréditer tout le monde du microcrédit ou tout le monde de je sais pas quoi, etc. Donc, tant pis, je vais protéger Jacques Attali, c'est pas grave, ça sortira pas, mais au moins, comme ça, l'ensemble du monde du microcrédit ne sera pas éclaboussé. Je vous donne cet exemple au hasard qui n'est pas réel, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des questions qui se posent déjà pour les gens. Nous, on ne se la pose pas, mais en revanche, on peut contextualiser une information. C'est pas parce que vous publiez quelque chose sur le microcrédit que vous n'allez pas, dans votre article, donner à comprendre que c'est une personne qui s'est mal comportée et que ça ne porte pas préjudice à l'ensemble d'un système, que ça ne doit pas pour autant discréditer l'ensemble d'une association. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir un autre article à côté qui mette les choses à leur juste place. Et c'est aussi notre rôle d'établir cette hiérarchie et de faire comprendre que la responsabilité d'un homme, je parlais de Denis Baupin tout à l'heure, c'est pas celle de l'ensemble du parti écologiste. Et c'est que même s'il y a une responsabilité de l'ensemble du parti écologiste qui n'a pas voulu voir ces violences sexuelles à une époque, c'est pas pour ça que ça discrédite leur combat sur le climat ou sur l'hôtel. Bon. Après, là où vous avez raison, c'est que l'information est ainsi faite que souvent elle est résumée en une phrase. Et vous avez beau mettre tout le contexte que vous voulez, etc. En fait, les gros titres, ça va être Denis Baupin, et ça va pas être et malgré tout le climat, voilà. Mais ce que l'histoire montre aussi, c'est que les causes, elles survivent à ce type d'affaires. L'écologie n'est pas morte avec Denis Baupin, et les combats pour les droits de l'homme ne sont pas morts pour telle ou telle association, et au contraire, peut-être que ça a pu permettre à telle ou telle association de se régénérer, de se construire sur de nouvelles bases, ou de fonder autre chose ailleurs qui soit plus sain et plus cohérent. Vous voulez faire un mot là-dessus ou sur... Non, juste effectivement, je souscris complètement à ce que tu viens de dire, Michael. Effectivement, il y a vraiment un distinguo à opérer dans le sens où, en fait, nous, on défend pas une cause. En fait, on travaille pas pour une cause, et donc on n'est pas là pour être les militants de tel parti, de tel syndicat, de telle association. Donc, effectivement, si on a des informations
et qui sont recoupés, vérifiés et avérés, on les publiera, même si effectivement ça jettera un peu le trouble sur une association environnementale, sur un syndicat. Voilà, on n'est pas des militants politiques en fait. Voilà, donc nous, on est des militants de l'info et de l'info vraie et vérifiée. Voilà. On est des journalistes engagés, mais pas des journalistes militants. Voilà. Donc on est engagés, et c'est vrai qu'on peut défendre à travers nos colonnes certaines causes, certaines valeurs, etc. Mais militant, ça renvoie souvent à une étiquette, à un parti, un syndicat. Voilà, on n'est pas militant. Monsieur, pardon. Oui, du coup, je continue la question de madame. Sur le fait, justement, je voulais poser la question du fait de bichonner vos abonnés, qui est une autre sorte de pression. En vrai, franchement, je pense que le fait de perdre des abonnés, c'est une pression parce que financièrement, c'est quelque chose. Et moi, je suis très content parce que j'étais très mécontent pendant plusieurs années quand j'étais abonné, et je suis content depuis 1 an et demi, parce que vous venez d'avoir une journaliste spécialisée sur les questions d'éducation et de l'enseignement, ce qui n'existait pas il y a 1 an et demi. Donc déjà, je peux vous... Mathilde, Guadec. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas cet onglet sur le site éducation. Donc aujourd'hui, il y est, et je suis très content. Et je me dis pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'il doit y avoir une surreprésentation des profs dans les abonnés de Mediapart. Et donc, en fait, on ne voulait pas directement s'attaquer à l'enseignement. Donc je suis content finalement que peut-être il y ait ce cheminement et cette évolution. Mais je pense que c'est pas anodin en fait. Parce que parfois, quand on est journaliste, justement, on se met des œillères et on ne veut pas voir telle ou telle chose. Et du coup, j'espère que vous allez continuer sur plein d'autres thèmes là-dessus. Alors, c'est marrant comme question. Que vous raisonniez comme ça, c'est drôle, j'y avais jamais songé. Alors, déjà, il y avait une journaliste éducation qui s'appelait Faiza Zerwala pendant plusieurs années. Alors, il n'y avait peut-être pas les onglets, mais c'est en fait juste parce que le site a été refait et que maintenant il y a des onglets. Mais il y avait une rubrique éducation. Mais vous n'avez pas complètement tort, il n'y avait pas de rubrique éducation au début de Mediapart. Mais ce n'était pas parce qu'on avait peur des profs, c'était parce que le directeur éditorial de l'époque, François Bonnet, qui venait du Monde, estimait que le journalisme lié à l'éducation était un peu plan-plan, que souvent les journalistes d'éducation se contentaient de reprendre les communiqués des syndicats de profs, et qu'on tournait en rond, et qu'ils ne voyaient pas trop comment faire du journalisme intéressant sur l'éducation. En dépit de tous les lecteurs potentiels qu'on aurait pu avoir parmi les profs. Donc c'est vous dire si la démarche était peu commerciale. Ça a fait débat. En même temps, on fait des impasses à Mediapart. Celle-là est énorme. D'ailleurs, elle n'a pas duré tant d'années que ça, parce qu'ensuite, il y a Lucie Delaporte qui a repris, puis Faiza Zerwala, puis Mathilde Guadec. Donc voilà. Selon les périodes, on a peut-être été plus ou moins présent sur cette thématique, mais enfin, depuis une dizaine d'années, on est quand même présent dessus. Mais la question se pose de ce qu'on traite ou ce qu'on ne traite pas. Elle se posait au début de Mediapart, elle continue de se poser. On a encore plein d'impasses, malheureusement. On vient seulement de réouvrir une rubrique logement. Mais il y a plein de... Si vous regardez Mediapart, il y a plein de choses qu'on ne traite pas dans la société. Par choix, souvent on le regrette, on aimerait être en capacité de tout traiter, mais ce sont des choix qui se sont posés année après année depuis 15 ans, de qu'est-ce qu'on fait à chaque recrutement, parce qu'on recrute assez peu de journalistes, parce qu'on est toujours prudent financièrement, comme on vous l'a expliqué. Et donc pendant des années, la question ça a été, est-ce qu'on renforce nos points forts ou est-ce qu'on pallie nos lacunes ? Et pendant des années, François Bonnet a dit, il faut renforcer nos points forts. Je pense qu'il a eu raison, que l'histoire lui a donné raison, parce qu'en fait, on s'était construit par rapport à des manques qu'on avait identifiés dans l'offre générale, et parce qu'on s'était fait connaître sur un certain nombre de thèmes et de façons de travailler, et que je pense qu'il fallait accentuer encore notre offre sur le sujet, parce que c'était là qu'on était attendu, c'était là qu'on était les meilleurs, et c'était là qu'on pouvait faire la différence. Sur l'éducation, où Le Monde a peut-être 3 ou 4 journalistes, Libé 2 ou 3, chaque journal, c'est difficile, c'est déjà très suivi, c'est pas évident de se démarquer. Nous, ce qu'on essaye de faire au jour le jour, on n'y arrive pas toujours, c'est de se démarquer. Qu'est-ce qui va nous distinguer? En quoi on va être différent? Quelle est l'information nouvelle qu'on va apporter? Ou si on n'en a pas, quel est le regard, ce qu'on appelle l'angle dans le journalisme, qui va être différent, et les gens vont se dire en le lisant, ah, ça, sans Mediapart, soit je ne l'aurais pas su,
soit je ne l'aurais pas lu. Parce que cet angle-là, personne ne l'avait choisi. Mais en fait, au jour le jour, c'est pas évident. Et dans l'éducation, ce qui se passe, c'est qu'on est absorbé, à mon sens, je ne suis pas expert, par l'agenda du ministre. C'est ce qui s'est passé sous Blanquer, en fait. On a été absorbé par un type qui n'arrêtait pas de faire des réformes à l'appel. Et il fallait tout le temps suivre, courir derrière son agenda. Il imposait son agenda et ses thématiques. Et on n'a pas réussi à s'extraire de cet agenda pour avoir notre propre offre éditoriale. Mais c'est pas évident. Moi, j'aimerais qu'on traite la jeunesse plutôt que l'éducation. J'aimerais qu'on interroge les lycéens, les étudiants, que ce soit par eux que ça vienne plutôt que par l'institution, et qu'on soit en train d'interroger en permanence la réforme, et que ce soit eux qu'on suive, soit dans l'institution scolaire, soit en dehors de l'institution scolaire. Et je pense que ça serait un traitement plus original, et peut-être qui nous distinguerait par rapport à ce qui se fait ailleurs. Mais déjà, on ne partage pas tous le même point de vue. Et puis ensuite, c'est plus compliqué, c'est différent, sur quel thème, comment on organise ça, etc. Mais si on continue de grandir et de se développer, je suis sûr qu'on fera plein de sujets sur l'éducation dans les années qui viennent. Mais là où quand même je trouve votre question... alors je pense que vous vous plantez complètement sur les profs, mais c'est vrai que nos abonnés sont une source de pression. Et c'est vrai politiquement. Parfois, on a pu avoir l'impression, parce qu'on avait beaucoup de lecteurs insoumis, qui nous lisaient par-dessus l'épaule. Et ça, c'est une forme de pression. De se dire, ah ben merde, si je critique trop fort Jean-Luc Mélenchon, je vais me prendre 5 mails de types qui me disent qu'ils se désabonnent à cause de ça, ou je risque d'avoir des milliers de gens qui me disent, mais c'est n'importe quoi, et en fait, je vais mettre mon journal en péril, donc ça peut freiner. Bon, il faut lutter contre ça, en fait. L'information, il faut la mettre à sa juste place, comme on l'aurait fait pour n'importe qui, et traiter tout le monde de la même manière. Et on se dit qu'à long terme, c'est un choix qui sera payant. Parce que les gens se rendront compte de cette indépendance. Les gens se rendront compte qu'on n'épargne personne ou qu'on n'applaudit personne pour le plaisir de nos abonnés qui seraient satisfaits qu'on fasse la campagne d'un tel ou un tel. C'est cette distance qui permet un jour d'être récompensé et que nos lecteurs soient fidèles. Je voulais vous poser une question sur les dates et les opportunités que vous saisissez pour publier des informations. Là, vous avez longuement évoqué l'affaire Baupin. Je suis un proche de Denis Baupin. Vous avez sorti l'affaire alors qu'on était en plein travail en amont de la loi sur la réversibilité, la loi Longuet sur Cigéo. Vous avez planté notre boulot. On était en plein travail pour que soit traduit dans le Code de l'environnement des éléments figurant dans une ordonnance octroyant à l'autorité de sûreté nucléaire un pouvoir de sanction. Vous nous avez planté dans notre boulot. Il aura fallu attendre la petite loi énergie de 2020 de François de Rugy pour que ces clauses renforçant le pouvoir de sanction de l'autorité de sûreté nucléaire soient renforcées. Je pense que dans votre équipe, il y a des gens qui étaient au courant de ce calendrier. Je ne cache pas ce qu'a fait Denis et les reproches qu'on avait pu lui faire en interne, mais en tout cas, en publiant à cette date ces révélations sur les erreurs, les écueils de ce personnage, vous avez planté le travail de toute une équipe et un travail politique de 10 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à ce moment précis à sortir l'info alors que vous saviez qu'il y a des équipes qui bossaient dans un sens que Mediapart a toujours soutenu, c'est-à-dire la dénonciation des crimes de l'industrie nucléaire, cette industrie de destruction massive? Oui, il vous a répondu qu'on ne parle pas d'écueil à propos d'agression sexuelle et que le terme était mal choisi. Je comprends que vous soyez posé la question du calendrier et on nous la pose souvent sur tout un tas d'affaires. Mais là aussi, les gens se font des illusions en fait. Nous, on ne peut pas commencer à réfléchir, à se dire ah bah, cette affaire, on va la reporter d'un an parce que là, la personne en cause travaille sur un texte qui est quand même important. Alors, je ne sais pas si c'est sincère ou pas. Là, je vois votre sincérité dans vos questions. Parfois, dans le personnel politique, on se demande s'ils y croient parce qu'ils nous disent ah bah comme par hasard 3 semaines avant la réforme des retraites, ah bah comme par hasard 3 semaines avant les élections européennes, ah bah comme par hasard 6 mois avant les élections municipales. Enfin, en fait, dans le calendrier public, il y a toujours un événement. Il y a toujours des lois en préparation, il y a toujours des élections à venir, il y a toujours des réformes qui se préparent. Nous, on ne peut pas se caler en fonction de nos intérêts pour telle ou telle chose. On sort un livre là, à l'occasion des 15 ans, qui est 15 ans, 15 enquêtes, où Lénaïque Bredou, l'autrice de l'enquête, raconte dans le détail comment et pourquoi est sortie cette enquête sur Denis Baupin, depuis quand elle y travaillait, et quelle est la première personne qui lui en a parlé et à quelle date.
Donc vous verrez en le lisant que en fait, ça n'a aucun rapport avec un calendrier politique et que nous, on est obligé de s'extraire du calendrier politique. Quand je dis ça, c'est pas du tout pour nier les conséquences que ça a pu avoir sur tel ou tel texte, que j'ignorais, mais c'est pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas d'appréciation chez nous du moment qui serait opportun par rapport à un calendrier politique qui est celui de la personne mise en cause. On ne peut pas travailler comme ça. Sinon, vous imaginez, en fonction de tel ou tel projet, on serait obligé de repousser, on ne s'en sortirait plus. Nous, on fait notre travail avec notre propre agenda, et qui est différent de l'agenda politique, qui est différent de l'agenda social, qui est différent de l'agenda culturel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines enquêtes qui sont générées par l'actualité. Quand le dossier de la réforme des retraites est revenu sur la table il y a quelques mois, moi, ça faisait des années qu'on n'avait pas travaillé sur la retraite des sénateurs, je ne savais plus du tout où on en était. Je me suis dit, tiens, les sénateurs vont avoir à choisir pour les Français leur futur régime de retraite. Au fait, eux, est-ce qu'on sait maintenant ce qu'ils gagnent comme retraite? Et donc, on s'est parlé dans le service, et on s'est dit, oh là là, il faut se mettre dessus, c'est le moment de l'actualité qui dicte de faire cette enquête. Et donc, on s'est replongé dedans, et il y a 2 journalistes du service, Sarah Brett, Pascal Pasquariello et des parts d'autres, etc., qui ont commencé à se plonger dedans pour essayer de trouver des informations qui manquaient toujours, il n'y avait toujours pas de transparence. C'est juste un exemple pour vous dire qu'on n'est pas complètement déconnecté de l'actualité. Parfois, on fait un choix qui est lié à l'actualité, de se dire on se met sur tel ou tel sujet parce que ça nous semble important dans le moment actuel. En revanche, quand on fait des enquêtes de plus long terme qui n'ont pas de rapport à l'actualité, on ne se cale pas sur un calendrier existant. Et contrairement à ce que les gens peuvent parfois imaginer, on ne le fait pas pour contrecarrer ou pour gêner tel ou tel. Il arrive que des sources sortent une information sur une personne dans un moment où ça va gêner cette personne. Ça, oui, je ne peux pas le nier. Si cette information est importante, se pose pour nous la question de pourquoi la source sort l'information. Et là, c'est pareil. C'est important qu'on le comprenne et qu'on le sache et qu'on ne se fasse pas abuser et instrumentaliser. En revanche, ça ne peut pas nous dissuader de sortir une information. Je vais vous donner un exemple qui est sûrement le plus connu dans toute notre histoire, c'est qu'on score le scoop le scoop était déjà entamé, mais disons le document le plus fort sur l'affaire libyenne, dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Dans le genre calendrier compliqué, ça se pose là. Et bien sûr, tout le monde nous est tombé dessus, et Sarkozy le premier, qui a perdu l'élection présidentielle à 48,5, et qui ensuite s'est plaint pendant des années que c'est à cause de ce papier, de cette enquête et de ce document qu'il avait perdu les quelques centaines de milliers de voix qui lui auraient fait gagner la présidentielle. Pourquoi on sort ce document à ce moment-là? Pourquoi on ne le sort pas avant? Pourquoi on ne le sort pas après? On le sort à ce moment-là parce qu'on est prêt à ce moment-là. Si on avait pu le sortir avant, on l'aurait sorti avant. En revanche, au moment où on est en mesure de le sortir, est-ce qu'on peut, vis-à-vis de nos lecteurs, et même vis-à-vis des Français, même si ça fait un peu grandiloquent de dire ça, dire on avait cette information, mais on ne l'a pas sorti. Il a été réélu et on vous le dit maintenant. Enfin, là, pour le coup, on trahirait la confiance de nos lecteurs. On ne peut pas attendre. Pourquoi on la sort entre deux tours et pourquoi des gens veulent que ça sorte dans l'entre-deux tours? Précisément, probablement, je ne suis pas l'auteur de cette enquête, contrairement à Fabrice Arfi et Gérald Lasqueux, qui en savent plus que moi, mais parce que des gens ont voulu que Nicolas Sarkozy ne soit pas réélu président, ont voulu que cette information sorte avant. Donc parfois, vous avez raison, ce n'est pas complètement déconnecté d'un agenda, mais qui n'est pas notre agenda, qui est celui de sources qui effectivement décident, parce qu'elles ont peur qu'un maire soit réélu, ou parce qu'elles ont peur qu'elles se disent mais c'est pas possible que telle entreprise gagne de nouveau ce marché vu ce qu'ils ont fait, ou c'est pas possible qu'il y ait ça alors vu comment ils se comportent socialement, etc., etc. Ça arrive. Et donc ça peut être dans un moment saillant d'actualité pour ces personnalités, pour ces entreprises mises en cause ou cas, que l'affaire sort, parce qu'on est alerté quelques semaines avant. Nous, on ne se soumet pas au calendrier des sources. Si une source nous dit « je veux que ça sorte avant telle date », on refuse. On ne dit pas « non, nous, ce n'est pas vous qui nous donnez votre calendrier, ce n'est pas vous qui nous donnez le tempo, nous, on prendra le temps qu'il faut pour vérifier ces informations et on le sortira quand ce sera prêt ». En revanche, si c'est prêt et que tout est vérifié, ben, on ne peut pas le cacher au lecteur, on ne peut pas reporter au nom de protéger Nicolas Sarkozy ou ne pas brouiller l'élection présidentielle. Je sais pas. Si on est sûr de nous, alors c'est notre devoir de publier.
Alors, on est peut-être arrivé au bout. 15h30, c'est l'heure du débat suivant. Merci beaucoup. Il y avait une dernière question, peut-être ? Ça y est. Donc Acrimed, Action critique des médias. Donc moi je vais surtout aborder la question qui a été en fait abordée au départ sur le financement. Donc il y a un grand débat d'ailleurs sur la concentration des médias. D'ailleurs Edoui Plenel avait été entendu par la commission sénatoriale sur la concentration des médias en janvier, comme nous d'ailleurs on avait été entendus. Et à ma connaissance non, mais je voulais savoir si Mediapart, comme a pu le faire le Monde diplomatique d'ailleurs, hein, qui avait porté une proposition sur l'organisation des médias, avait l'intention de porter une proposition, disons, charpentée, assez détaillée, comme nous on est en train de le travailler d'ailleurs, sur cette question, puisque la concentration dans les médias est un problème que vous identifiez, qui est un problème politique sérieux. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une situation, en plus avec la couverture sur les retraites, qui est absolument au vitriol, comme d'habitude d'ailleurs, contre les grévistes. Mais au moment où il y a aussi beaucoup dans des rédactions, on a pu le voir dans le Parisien, Radio France, France 3, de critiques sur la façon dont justement les propriétaires, et notamment via les chefferies éditoriales, mettent la pression sur la façon de traiter l'information. Est-ce que vous avez l'intention de porter des revendications précises? Et je pense surtout aussi aux collègues des médias locaux qui ont plus de problèmes financiers que Mediapart, qui a quand même des reins un peu plus solides pour mener des travaux d'enquête. Donc la question, c'est de savoir si vous avez l'intention de vous engager sur un programme détaillé là-dessus, ou pas. Merci de la question. Non, on n'a pas prévu de faire un programme détaillé ou de participer à l'élaboration d'une proposition de loi. Il arrive qu'on soit, comme vous l'avez dit, consulté. On ne refuse pas les contacts avec des institutionnels qui auraient des volontés de proposer des textes de loi ou des réglementations nouvelles. Et Edoui Plenel, notamment, transmet son avis, son opinion. C'est une forme de lobbying, si on peut dire, de faire savoir en fait les intérêts de la presse indépendante. Il y a un syndicat qui représente la presse indépendante qui fait de même. En revanche, nous, c'est pas notre. On a été interrogés, on a fait un film l'année dernière qui s'appelait Média Crash et qui parlait de cette concentration des médias. Et on a été souvent interrogés, il y avait des débats comme ici aujourd'hui à l'issue du film, et on a souvent été interrogés sur mais alors qu'est-ce que vous proposez? Donc il y a quelques pistes un petit peu dans le film et puis des choses qu'on a écrites sur le sujet. Cependant, moi j'estime que c'est pas vraiment notre rôle, si vous voulez, d'élaborer un texte de ce type. Participer à la réflexion collective, exposer les dangers, oui. Après, élaborer des textes, je pense que c'est le travail de d'autres qui doivent s'inspirer des réflexions qui ont pu être menées ici ou là. Voilà, merci beaucoup Gilles et Emmanuel de votre participation. Longue vie au Poulpe. J'espère que vous fêterez vos 15 ans bientôt. Merci beaucoup. Et place au prochain débat, animé par Mathieu Suc, qui s'occupe notamment chez nous des questions de renseignement et de terrorisme.